Bonjour, bonjour, bonjour Marie-Laure et bonjour à toutes. Bonjour à toutes et puis merci Lydia de l'invitation et de me permettre de pouvoir partager ce moment avec chacun. Ravie en tout cas de t'accueillir. Voilà, tu t'es déjà un petit peu présentée, mais je vais te présenter et dans ce cycle en fait de conférences. Oui, on peut dire que c'est presque des Mhm. conférences, mine de rien, ces interviews, parce qu'il y a tellement de valeur ajoutée qu'on pourrait dire que c'est même une conférence. Et je suis un petit peu, comment dirais-je, dans cette ambiance de conférence en ce moment parce que je suis un sommet. Marie-Laure aussi, tu le suis aussi. C'est Un ça. sommet qui nous nourrit beaucoup. Et donc, voilà, c'est pour moi, c'est cette valeur ajoutée, cette nourriture qui est vraiment inspirante et qu'on a envie aussi de transmettre. Donc, c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que ces interviews, oser être soi, pour vous, femmes hypersensibles, qu'on a vraiment, que j'ai développé et créé un petit peu ce cycle d'interviews. Donc, merci Marie-Laure d'avoir répondu à mon invitation. Merci à Je toi. vais te présenter. Alors, Marie-Laure, donc tu habites Nice, tu as 50 ans, tu es une maman heureuse, voilà, tu es mariée, tu as une maman d'un garçon et tu as vécu plusieurs reconversions professionnelles dans ta vie et Mhm. aujourd'hui, tu assumes plusieurs casquettes, C'est ça. psychologue, coach et aussi formatrice. C'est Est-ce que tu ça. veux rajouter quelque chose? Non, pas spécialement pour l'instant. Voilà, c'est bien. Le décor est planté. Décor est planté. Exact. Voilà. Bon, donc du coup, on va démarrer notre interview sur justement cette fameuse hypersensibilité qui peut être vécue comme effectivement des freins, des blocages. En tout cas, c'est ce que je vis moi un petit peu quand je reçois mes clientes avec ce fardeau en quelque sorte comme elles le vivent. Mhm. Mais justement, les aider à transformer ça parce que nous, femmes hypersensibles, en fait, aujourd'hui, si on vient à vous, c'est parce qu'on le vit en cadeau. Donc, il y a eu certainement pour toi, Marie-Laure, tu vas nous dire ça, un moment, tu sais, ce fameux moment de révélation. Est-ce que ça a été quelque chose de déterminant pour toi comme un tournant ou ça s'est fait au fur et à mesure de manière interne ou voire de manière externe? Peut-être par quelqu'un ou un livre ou tu vois une conférence. Comment ça s'est passé pour toi, cette révélation de ton hypersensibilité? Alors moi, c'est plutôt en fait un choc assez récent puisque je savais qu'on allait avoir cet échange, donc j'y ai un petit peu réfléchi. Et ça date d'il y a 5 6 ans. Donc c'est en tout cas de pouvoir mettre le mot de l'hypersensibilité sur un état qui est toujours ma nature profonde et naturelle, mais de pouvoir enfin l'identifier comme étant quelque chose, ou en tout cas une partie de moi que d'autres vivent aussi. Ce n'est que très récent. Et j'en ai souffert en fait pendant assez longtemps en pensant justement être un petit peu en dehors des clous, hein, qu'il y avait un truc qui clochait chez moi, voilà, qui n'était pas normal, même si j'aime pas du tout cette expression. Et en fait, le choc, la révélation, comme tu le dis, il est arrivé quand voilà, il y a quelques années, alors que j'étais salariée, j'ai commencé à réfléchir à devenir entrepreneur. Et je suis allée rencontrer des personnes qui, à ce moment-là, s'appelaient des multipotentiels. Voilà, par curiosité, parce que je suis très curieuse de beaucoup de choses. Et en les écoutant, tout à coup, je me suis dit, ah, on dirait que c'est moi. Et dans les traits des personnes, alors les multipotentiels, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le terme, c'est en fait cette curiosité sur différents plans qui amène à s'intéresser à beaucoup de choses et à vouloir faire plusieurs choses, soit dans le même temps, soit de manière successive, mais dans des secteurs qui peuvent être totalement éloignés. Et donc, ce mode de fonctionnement qu'on appelle multipotentiel, moi, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est aussi ma manière de fonctionner. Et en allant donc à cette réunion avec des personnes ayant ce profil et en les écoutant parler justement de leur hypersensibilité, puisque ça peut être un des traits notamment du multipotentiel, et ben là, je me suis dit que ça y est, c'était ça. Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs, Marie-Laure, toi, en tant que psychologue, si pour confirmer en fait ou valider, tu t'es soumis à voilà, un style de questionnaire ou parce que je sais qu'il n'y a pas forcément de test
prouvés, enfin approuvés comme les tests de HPI. Donc, est-ce que toi, et puis comment tu te situes par rapport à ça d'ailleurs? Alors, Parce qu'il y a des questionnements là-dessus, je sais, oui, de mes clientes. c'est sûr. Moi, je n'ai pas eu besoin d'aller faire valider ce que je ressens à l'intérieur de moi. Alors, sûrement aussi parce que j'étais à un âge de ma vie où finalement, ça m'avait pris du temps de m'assumer et de m'accepter, puisque voilà, j'avais à peu près 44 ans déjà. Alors, remarquez, parfois, l'âge, ça ne veut rien dire, hein. Mais en tout cas, voilà, j'avais eu aussi tout un parcours d'accompagnement thérapeutique, moi, hein, depuis 30 ans. Que je continue encore. Et du coup, c'était OK de fonctionner comme ça. En revanche, je ne connaissais pas l'appellation. Et surtout, une fois que j'ai pu mettre un nom dessus, j'ai pu aussi découvrir d'autres personnes qui fonctionnaient comme ça et les rencontrer est d'une richesse incroyable parce que finalement, à la fois, on se reconnaît, mais on apprend aussi de l'autre comment on peut optimiser un petit peu son fonctionnement et comment, dans les moments un petit peu plus délicats, on peut trouver des ressources justement sans renoncer à qui on est. Voilà. Et alors, du coup, j'ai perdu le fil de ta Oui, question. c'était par rapport au fait Pardon. qu'il y a un questionnement pour Ah justement oui, être sûr, valider, tu vois, cette hypersensibilité et éventuellement avec aussi différents critères autres parce que chaque personne hypersensible est unique. Tu parles de multipotentialité, il y a aussi HPE au niveau émotionnel et c'est pourquoi ça. pas HPI, hein, parce qu'on sait que tous les HPI, tu Ouais, me confirmeras ou pas, hein, sont hypersensibles. Par contre, tous les hypersensibles ne sont pas HPI. c'est ça. C'est ça. Et en tout cas, ce que je disais, c'est que moi, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher une validation extérieure. Ce que je ressentais de moi en écoutant les autres, c'est comme si je l'avais toujours su, finalement, sans pouvoir le nommer. Voilà, moi, c'était simplement la nomination, la dénomination qui me manquait. Mais après, voilà, j'ai pas eu besoin d'aller plus loin. J'invite les personnes, par contre, qui se questionnent énormément et qui ont peut-être besoin justement d'un retour extérieur à le solliciter, parce que chacun, encore une fois, est différent. Et je pense que ça peut être tout à fait aidant et pertinent pour certains d'aller se faire confirmer ce qu'ils... On ne t'entend plus, Marie-Laure. Il n'y a plus de connexion audio. Euh, alors, on va faire un petit... Est-ce que ça fonctionne? Tu m'entends? Ah ouais, ben voilà, c'était un petit Bon. décalé. Oui, donc tu disais justement, Oui, là je on n'a pas disais que entendu. pour certains, ça peut être peut-être important d'aller se confronter à l'extérieur et sans aller forcément chercher une validation, mais en tout cas avoir un regard objectif qui permette d'être sûr de qui on est, si tant est que la personne ait besoin de ça. Après, je reste convaincue que de toute façon, on ne s'autorise que soi-même et que l'extérieur est très accessoire. Ça vient d'abord de soi. Donc voilà, en tout cas, pour cette quête éventuelle de validation sur un mode de fonctionnement. Merci hein, de cette précision. Tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que j'ai contacté l'Observatoire de l'hypersensibilité, hein, l'observatoire qui est donc dirigé par Saverio Tomasella. Et c'est vrai que ça m'intéresse quand même dans le cadre justement professionnel. Et en même temps, et c'est intéressant qu'on en parle parce que toi qui es psychologue aussi, en même temps, je ne suis pas convaincue que ça s'adresse à tout le monde non plus, parce que comme tu dis, cette validation et cette autorisation, elle doit être personnelle. Et je ne suis pas sûre qu'effectivement une validation externe, et notamment de tests, pour moi, est réducteur, si tu veux. Donc c'est en ce sens-là où, attention, pour moi, il y a un petit danger quand même, parce qu'on n'est pas que ça. C'est ça. Voilà, dis-moi un peu ce que tu en penses. Oui, oui, tout à fait. Et puis, je pense surtout que ça dépend dans quelle intention on va faire ce type de confrontation. C'est-à-dire que je pense que pour certains, il y aura peut-être ou il y a eu peut-être besoin d'un travail thérapeutique, pour le coup, d'un accompagnement à moyen ou long terme,
pour à la fois déterminer et clarifier qui on est, et puis surtout comment on fonctionne et où on a envie d'aller, et que ça, c'est pas un test qui va pouvoir y répondre. Je pense que le test, il peut être complémentaire, mais d'une autre démarche. Si vraiment on s'interroge sur son identité et la connaissance de soi, ça peut passer par tout un tas d'autres accompagnements qui, eux, vont être beaucoup plus personnalisés et plus en profondeur, alors qu'un test va ne donner qu'une photographie à un instant T. Le test n'a pas vocation à représenter qui on a été et qui on sera dans le futur. On se situe dans un moment présent qui n'est qu'un tout petit éclairage d'un parcours de vie. Donc, non, je te rejoins effectivement sur les précautions à prendre et surtout ne pas se contenter d'un test. Voilà. Merci de cette précision, Marie-Laure, parce que du coup, ça permet de, voilà, de faire baisser un peu la pression aussi par rapport à tout ce qu'on entend, et puis de clarifier surtout. Et j'ose dire, faites-vous confiance. Alors, je sais que là, je m'adresse en particulier à des femmes qui sont aussi en crise, et c'est pas toujours simple d'avoir la clarté. Donc, je comprends qu'effectivement, elle cherche aussi des validations extérieures pour commencer un parcours, parce que comme tu dis, c'est un instant T. Pour moi, c'est qu'une photographie pour démarrer quelque chose, parce que du coup, ça ne va pas du tout résoudre vos problèmes. C'est ça. C'est Voilà. ça. Voilà, donc c'est un angle de vue et c'est intéressant pour démarrer. Est-ce que tu peux quand même nous dire, avant d'avoir cette révélation, justement, tu disais que tu te sentais comme en décalage, pas Mhm. anormal, mais en décalage. Est-ce que tu peux préciser, entre guillemets, tes symptômes ou qu'est-ce qui te faisait le plus souffrir, Marie-Laure? Alors vraiment l'impression de n'avoir jamais de place, très spontanément. C'est-à-dire que je sois, avec des copains, à la fac, dans un job, en famille, enfin voilà, dans tous les moments qui font un quotidien, toujours l'impression d'être, entre 2 chaises. Alors c'est vrai que en ce qui me concerne, je vais quand même aussi préciser, que moi j'ai une mère qui a un handicap psychique, donc, une maladie mentale, et que, très tôt dans mon adolescence, j'ai dû aider pas mal à la maison, y compris pour mon frère qui est 3 ans plus jeune. Et ça donnait un quotidien de toute façon atypique par rapport à un quotidien, standard, de la majorité des familles. Et je cachais, cette réalité, je cachais ce rôle que j'avais. Alors, j'ai mis des années avant de savoir que ça s'appelait être aidante. Ça aussi, voilà, je ne connaissais pas l'appellation, mais en tout cas, c'était ma vie, très clairement. Et pendant très longtemps, j'ai cru que ce fait de me sentir entre 2 chaises était lié à cette situation familiale, c'est-à-dire à quelque chose qui m'était extérieur. Et qu'en fait, il a fallu des années, y compris pendant les années, où du coup j'étais en thérapie, hein, pour, comprendre que, le sentiment de décalage, il venait aussi de moi, de ma personnalité à moi. C'est-à-dire que tout ne venait pas de l'extérieur, il y avait une conjugaison en fait de 2 facteurs, complètement distincts. Et il m'a fallu ce temps aussi pour comprendre que mon fonctionnement, ma personnalité, mes envies, mes désirs, mes besoins, mes limites, enfin tout ce qui fait, une personne, et ben, que tout ça était teinté par cette hypersensibilité. Je m'en rendais très vite compte, très concrètement, quand je regardais des films. Moi, je suis capable, quand je regarde un film, un documentaire, de fondre en larmes. Mais même, quand je ne parle pas forcément de grands films, du 7e art. Je parle de petites séries qui parfois même, des dessins animés, hein, quand je regarde avec mon fils, parfois moi je pleure et lui ne pleure pas. Et que ça le surprend à chaque fois de me dire: «Mais pourquoi tu pleures maman?» Et autant pendant des années, je me cachais. D'ailleurs quand j'étais au cinéma avec des personnes, ben, l'air de rien dans le noir, voilà, je me dépêchais pour que quand ça se rallume, j'ai l'air, normal. Ni connu. Exactement. Alors que maintenant, enfin voilà, ma famille le sait aussi, je peux enfin, vraiment, hein, je peux avoir de grosses larmes, même pour une pub. En ce moment, il y a une pub, alors je vais pas citer je vais pas faire de publicité justement, mais il y a une pub qui passe et je trouve il y a beaucoup de ressorts émotionnels sur les liens familiaux, la présence, le partage, et je pleure. Voilà. Donc c'était, ça le premier signe qui m'a fait me dire, mais alors pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une madeleine, un peu soupe au lait, voilà, j'appelais ça autrement, et puis, voilà, il m'a fallu encore du temps pour, comprendre que, ben non, c'était, la manifestation aussi de ma personnalité.
Donc voilà. Et puis, dans mon quotidien, ben, la différence venait aussi du fait que je réfléchis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je marche dans la rue, je prends un transport, quelqu'un me parle, je réfléchis encore. Alors, j'écoute la personne, hein, mais ça aussi m'a fallu du temps pour apprendre à en fait me concentrer davantage sur ce qui se passe dans le présent et ne pas toujours être dans l'anticipation de ce qui arrivera peut-être dans le futur. Et ça, c'était très fatigant et ça reste, enfin voilà, maintenant je le canalise un peu plus, mais ça reste aussi un trait de fonctionnement qui peut être épuisant parce que c'est difficile de trouver des moments de vrai repos en fait. Merci en tout cas de nous révéler aussi des choses de ton histoire. Et c'est intéressant de voir que la pensée en arborescence, c'est quelque chose qui est assez récurrent donc, chez les hypersensibles. Et comme tu l'as dit, ça peut être effectivement un levier, entre guillemets, enfin pas un levier, plutôt un frein à être en vitalité parce que du coup, et puis souvent, effectivement, les hypersensibles, si elles ne s'écoutent pas sur leur écologie personnelle, elles tombent voilà, en épuisement, voire en Et burn-out. Elles sont plus sujettes, en tout cas, c'est notamment ça. par rapport à ce fonctionnement. Et puis, ce sentiment de décalage. Et donc, il y a une suradaptation assez constante, en fait, au monde extérieur. Et que du coup, c'est compliqué de pouvoir oui, rester en énergie, en fait. Mm. Voilà. Mais ça s'apprend. Oui, Déjà, je pense que quand on sait qu'on fonctionne comme ça et qu'on l'accepte, déjà, on a fait un grand pas et qu'ensuite on peut voir effectivement comment le moduler à certains moments parce que oui, ça peut être un frein, mais enfin, j'anticipe peut-être tes questions, mais du coup, j'associe vas-y, je t'en prie. tout de C'est suite. spontané, donc c'est C'est très ça, bien. mais ça peut être aussi, et c'est aussi une grande richesse, c'est une force, déjà en capacité de travail. Ça veut dire qu'on est capable de passer des heures, à partir du moment où ça nous intéresse, des heures sur des sujets, parce que d'un sujet, on associe avec un deuxième, un troisième, et cetera. Donc, c'est vrai que c'est un moteur très puissant et ça peut être aussi une grande source d'innovation, de penser, différemment, de la majeure partie des personnes, et de pouvoir créer et avoir une créativité, une inventivité, dans les relations, même sur, des choses très pratiques, hein, de son quotidien. Comment j'organise mon quotidien à la maison? Bah, voilà, je le fais forcément pas comme les autres. Donc oui, c'est d'être consciente, qu'on est vraiment, avec 2 facettes et à soi de trouver, selon le moment présent et l'objectif qui est ma priorité du moment, quelle facette je privilégie ou quelle facette j'essaie effectivement de mettre plutôt alors en stand-by plus qu'en sommeil. Bah oui, du coup, c'est super parce que tu vois, c'est la transition avec la question suivante. Quel est le cadeau caché de mon hypersensibilité et quelles sont les qualités en fait de toi dont tu es le plus fier en fait? Alors le cadeau caché, je pense que c'est une manière d'embrasser le monde, vraiment. Parce que, moi j'avoue que je suis ravie de m'intéresser à plein de trucs différents. Parce que souvent quand je discute avec des personnes, je vois qu'il y a quelques sujets de prédilection et je trouve ça toujours dommage parce que la vie est tellement riche que, je me dis: «Mais quel dommage de passer à côté». Alors, je pourrais jamais tout découvrir et Ah voilà, bon? hein. Voilà, ça aussi, hein, ça fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à un moment, on renonce à certaines choses, ça se fait pas non plus d'emblée, mais voilà, ça fait partie aussi du fonctionnement. Mais en tout cas, moi, le cadeau caché, c'est vraiment la curiosité. Être curieuse des autres, du monde et une curiosité sans jugement. Puisque je suis différente, j'ai aussi cette tolérance avec cet a priori, enfin plus qu'un a priori, c'est ce postulat que tout le monde est intéressant et tout le monde est différent. Voilà. Après, il y a des gens avec qui ça matche plus que d'autres. Bah, voilà, ça, c'est la vie et puis, bah, du coup, je vais plutôt vers ceux-là et puis les autres et ben, je leur laisse continuer leur parcours. Mais en tout cas, c'est une absence totale de jugement. Il y a pas de rapport supérieur, inférieur, plus, moins. Hem, Ça, j'avoue que moi, ça n'existe pas dans mon monde. Donc ça, c'est un grand, grand cadeau et au-delà de ça, du coup, ben, ce qui va avec, c'est la capacité d'empathie, c'est-à-dire de pouvoir comprendre l'autre dans ce qu'il vit, dans ses émotions, dans ses fragilités
dans ses peurs, et que ça, moi, c'est devenu en fait une force de travail, puisque mes activités professionnelles sont toutes ou ont toutes été tournées vers l'autre, à la fois vers de l'écoute, mais aussi l'accompagnement de l'autre pour l'aider à cheminer vers des objectifs, voilà, selon son moment aussi et selon ses besoins. Mais du coup, c'est devenu, ce tempérament, ce fonctionnement naturel est devenu un instrument de travail, dans toutes mes activités. Donc ça, c'est plus qu'un cadeau, c'est, alors sans prétention, hein, pour moi, ça reste un talent. C'est-à-dire que j'ai rien demandé, c'est tombé comme ça. J'ai eu du mal à le reconnaître, mais maintenant que je l'ai, accepté comme tel, et ben, je m'en sers, mais je m'en sers à la fois pour moi et puis pour, aussi contribuer, à l'évolution et à un meilleur monde, si je peux le dire, comme ça. J'aime beaucoup ta vision et ta façon de l'exprimer parce que je pense que la grosse problématique des personnes hypersensibles qui se sentent pas bien, c'est parce qu'elles se comparent et qu'elles n'arrivent pas à voir justement ce talent, ce cadeau en fait caché qui, pour moi, est un vrai trésor quand tu le dis, quand on commence à l'accepter et à regarder sous un autre angle, sous une autre, voilà, parce que c'est vrai que c'est vraiment une histoire de vision et voilà, de Mmh. regard en fait sur soi. Mmh. Et ça s'apprend évidemment, hein, on est bien d'accord, parce que moi je vois, je vais être honnête, hein, sur les groupes un peu Facebook de femmes hypersensibles, enfin de femmes, non, de personnes hypersensibles, hein, c'est pas forcément que des femmes, où il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait, qui sont dans l'attitude de se dire de toute façon je suis différente, mais je peux pas rentrer dans ce monde ne me comprend pas, et moi les Mmh. autres j'en peux plus, voilà. Donc c'est un peu une attitude, bon, sans jugement, de Mmh. victime, et de pas me dire en fait mais moi je peux aussi me voir sous un autre angle, et ce qui va permettre aux autres de me voir sous un autre angle aussi, parce qu'en Tout fait à on fait. attire aussi ce qu'on est, hein, et comment on le dégage. Et donc, du coup, de devenir acteur. Parce que là, tu as parlé de quelque chose de très important, Mmh. non plus de subir, mais de devenir acteur de sa vie, personnellement pour soi, mais avec les autres. Et tu as parlé de C'est ça. contribution au monde. Et je pense que l'hypersensible, quand elle n'a pas aussi compris que sa lumière est importante dans ce monde-là, tant qu'elle n'a pas compris que c'est à elle de se mettre au monde, en quelque sorte, c'est pas les autres qui vont venir la chercher. Donc, il y a quand même un effort à faire. Oui, il y a une responsabilité. C'est ça, ne pas se placer comme victime et effectivement, comme tu dis, actrice à la fois de sa vie et aussi accepter que chacun, mais du plus petit au plus âgé, chacun a une place, et chacun peut contribuer à améliorer déjà dans son entourage proche, hein, le parcours ou les besoins de voilà, de ceux qu'on côtoie. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on part du principe que chacun peut influencer et améliorer, le monde, et ben, il y a tout un tas d'autres horizons qui s'ouvrent et en tout cas pour moi, il y a pas de comparaison puisque chacun apporte quelque chose et chacun apporte quelque chose complémentaire de ce qui existe déjà, de ce qui existe déjà. Il n'y a pas forcément besoin d'inventer une nouveauté, de créer quelque chose de nouveau. On peut tout à fait être dans une continuité, mais parce que c'est soi, ce sera différent, inévitablement. Et oui, apporter chacun sa couleur. Et il y a une histoire de subtilité en t'écoutant, dans le sens où effectivement, c'est toujours une histoire de regard, de vision, hein. Si on se situe par rapport à ce monde qui est par moment, hein, quand on écoute les gens, un peu binaire, quoi, c'est bien ou Ouais, mal, alors que l'hypersensible a justement une sensibilité un peu plus large, et il faut qu'elle comprenne effectivement que toutes ces nuances de couleurs, de gris, enfin, peu importe, en fait, ça lui appartient, et que c'est à elle d'apporter ça aussi, et que du coup, elle va voir sa vie aussi comme ça, et ça va changer la donne parce que du coup, elle va apporter une subtilité que d'autres ne voient pas. exactement et j'aime beaucoup ce que tu dis sur la palette de couleurs, c'est-à-dire qu'on peut aussi aider l'autre en étant dans un moment de creux, un moment difficile, un moment de tristesse, un moment de deuil, un moment, voilà, de maladie, enfin bon, on peut aussi aider l'autre dans ces moments-là.
l'aide ne passe pas forcément par le côté: «Je vais bien, je suis joyeux, tout va comme j'ai envie dans ma vie». Souvent, moi, j'entends ça aussi, pour les personnes que j'accompagne, le côté, il faut cacher quand ça va pas. Parce que c'est pas vendeur et que du coup, c'est même un peu honteux dans notre société. On est dans une société où effectivement, on valorise énormément, la performance, le bien-être, la beauté extérieure, enfin bon. Et que souvent, bah, les personnes, si elles quand elles ne se reconnaissent pas dans ces valeurs-là, vont penser qu'elles sont à côté de la plaque et qu'elles n'ont pas de valeur, qu'elles n'ont pas d'intérêt. Alors que au contraire, cette image de la société, on sait tous que c'est pas la réalité. Enfin, on sait tous, non, justement. Il y en a certaines, voilà, certaines qui y croient. Mais c'est une erreur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit que tout être humain passe inévitablement par des différentes phases, des phases plutôt hautes et bien portantes et puis des phases au contraire d'apprentissage, de déconstruction aussi, de remise en question, mais que ça fait aussi partie, de la donne et que c'est OK. Parce que, dans ces moments-là, bah, j'apprends aussi, je grandis aussi et que c'est par ces expériences que je vais pouvoir ensuite partager et aider sûrement d'autres aussi. En t'écoutant, j'ai vraiment la sensation de voir que finalement, les personnes hypersensibles à haute sensibilité en général sont un peu invitées et appelées dans cette transition sociétale à montrer leur vrai visage pour aider ce monde à changer de paradigme et de critères, en fait, parce que tu as parlé de performance, tu as parlé de peut-être image, apparence, etc., et de productivité. Et qu'en fait, oser être soi, parce que là, moi aussi, c'est un peu mon leitmotiv. Je pense que si ça, s'il y a une invitation, peut-être ça aide de le porter, parce que du moment, comme elle souffre, en fait, déjà de ce décalage, donc, Mmh. si elles osent, peut-être ça va inviter d'autres à oser. Qu'est-ce que tu en penses? Je te rejoins tout à fait. Moi, je pars du principe que j'ai osé parce qu'en fait, on m'a montré que c'était possible. Je n'ai pas eu l'idée toute seule. J'ai pas cette prétention et que c'est justement en ayant, des modèles ou des situations même, voilà, de participer à des conférences, de lire des livres, de voir un film, enfin, en tout cas, de s'ouvrir à d'autres modes de vie et d'autres manières de fonctionner, qu'on peut tout à coup découvrir, une façon de faire où on se dit: «Ah mais alors OK, elle l'a fait ou lui l'a fait donc je peux aussi le faire» et que c'est là où du coup, c'est encore plus stimulant parce qu'on sait que, quelqu'un d'autre a réussi à le faire donc c'est possible. C'est Ça. possible et après il suffit. Le mot est facile à dire, mais en tout cas, ça peut être un chemin de s'autoriser à faire ce qu'on a vu, possible et ça c'est voilà, ça c'est encore une autre étape. Oui, parce qu'il y a quand même, tu sais, comme un champ des possibles qui s'ouvre et un espace, en fait. Parce que je pense que quand on est, tu vois, je montre les points, quand on est en crise, on se sent crispé, il y a tout qui effectivement est fermé, comme s'il n'y a pas de voie, en fait, hein, pas de, Exactement. dans une issue. Et là, ça ouvre le champ, ça donne de l'espace. Je pense qu'en fait, on peut être espace pour les autres. Et tu as raison de dire, je te rejoins, et merci Marie-Laure de signifier ça, qu'on peut être espace aussi, même quand effectivement, ben voilà, on vit des émotions, même a priori négatives. Je n'aime pas d'ailleurs ce mot-là. Mmh. Pour moi, c'est inconfortable, de la tristesse, voilà, de la peur, parce que ça fait partie de notre matériau vivant. C'est ça et parce qu'en tant que justement être humain, on va tous et on a tous passé des moments comme ça et il y en aura d'autres. Même si on espère, une amélioration dans sa vie et je souhaite à chacun de pouvoir, atteindre voilà, cette amélioration. Alors moi, j'aime pas le mot équilibre parce qu'en fait, il y en a jamais d'équilibre puisque la vie, est un mouvement constant. Mais quand on a passé un cap et qu'on se sent un petit peu plus confortable, sur un domaine de vie, ben, soyons aussi très au clair que, ça va avoir un temps et qu'à un moment, il y aura à nouveau un imprévu avec aussi un autre bouleversement émotionnel. Mais c'est d'avoir aussi la foi, qu'on a les ressources pour y faire face ou en tout cas, dans le moment, si on ne pense pas avoir soi-même les ressources, on aura aussi la capacité à pouvoir s'entourer, des personnes qui vont nous permettre justement de continuer à avancer et de passer ce moment un petit peu délicat. Ouais, ouais, ouais.
Ça donne de l'espoir. Parce qu'il y en a toujours, en Mais fait. oui, mais Moi, oui. en accompagnant des personnes âgées pendant une dizaine d'années, mais qu'est-ce qu'elles m'ont appris justement sur cette richesse de la vie? C'est-à-dire que jusqu'au bout, il y a de l'espoir parce qu'en fait, il y a de la vie. Pour moi, ça reste un synonyme, la vie et l'espoir sont liés. Le tout, c'est qu'à certains moments, on s'enferme dans des systèmes qui ne nous permettent pas de les voir. Alors, il y a toujours un bénéfice aussi, hein, posons-le aussi, à ne pas voir justement les horizons. On en tire toujours un bénéfice, même si c'est pas conscient. Mais qu'une fois qu'on a levé le voile sur cet, aspect-là, et ben, OK, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que je décide de mettre en œuvre pour aller vers un premier chemin? Parce que là aussi, il y a pas forcément une seule réponse. Il y a une réponse à un tenté qu'on estime, la je ne vais pas dire mieux, mais en tout cas la plus pertinente pour soi ou la plus accessible et puis on avance sur ce premier chemin, et peut-être qu'au bout d'un moment, bah, on bifurque et on change de route, mais voilà, c'est OK aussi. Il C'est y a trop pas de mauvaise génial. réponse. Ouais, c'est trop génial ce que tu dis parce que tu sais, je fais un petit retour parce que moi, ça a été dans ma vie ce truc qui m'a drivé longtemps, à savoir en fait s'il y a un bien ou enfin il y a une solution bonne ou une mauvaise. Je n'arrivais pas à voir justement qu'il y avait un champ des possibles et qu'il n'y a rien de dramatique de toute façon puisque la vie est expérience. Donc, comme tu dis, en fait, on essaie de jauger ce qui est le plus pertinent à un moment donné. Mais et alors? De toute façon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas voilà, de panneau sens interdit. C'est On ça, expérimente. Et ça, c'est énorme parce que ça donne aussi ouais. une respiration, quoi, et quelque chose qui lève un petit peu le plomb, quoi. C'est ça. Bah, souvent, on se met la pression parce qu'on est un peu perfectionniste, voire beaucoup, voilà, dans le profil aussi multipotentiel, et que ce souci de perfection fait qu'on voudrait tout de suite avoir la réponse, une seule, la meilleure. Mais elle n'existe pas. La meilleure, c'est celle que je décide d'adopter à un moment T. Voilà. Et puis le lendemain ou dans l'heure qui suit, bah, j'ai le droit de changer. OK, rien n'est figé. Tout dépend de soi, mais ça, c'est dur aussi, hein, de pouvoir, accepter sa pleine responsabilité dans chacun des moments, en fait, y compris quand ce sont des choses, difficiles, hein, je parle de la maladie, difficultés financières, d'une humeur, qui est plutôt down, enfin voilà, hein, et je dis pas que c'est à cause de soi que ça arrive. Je dis simplement que je peux décider de comment je l'accueille ou pas et comment je continue d'avancer avec ça. Dans ton chemin, justement, de responsabilisation de ta vie, Marie-Laure, parce que tu as parlé tout à l'heure qu'on était les uns pour les autres, effectivement, ben, on s'inspire, quoi, en fait. Hein, on est un petit peu Tout aussi des à fait. leviers les uns pour les autres, des témoins. Est-ce que tu as des personnes, alors contemporaines ou pas, hein, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours, qu'elles soient hypersensibles ou pas? On ne sait pas forcément d'ailleurs leur identité, mais C'est ça. voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Alors quand j'étais ado, moi, très clairement, c'était Simone de Beauvoir, et Colette dans les lectures, mais surtout dans le fait c'était des femmes déjà qui, pour moi, incarnaient la féminité et surtout la liberté d'être une femme et de sortir des clous. Dans leur vie personnelle, alors dans leur art évidemment, mais dans leur vie personnelle aussi de ne pas, d'avoir accepté qu'en fait elles avaient choisi un fonctionnement différent, quels que soient les jugements et quel que soit ce que ça leur coûtait, parce que ça n'a pas toujours été simple non plus, pour elles, qu'on soit d'accord. Mais du coup voilà, quand j'étais ado, je rêvais, en fait c'est leur liberté qui me faisait rêver. Je me disais: «Mais c'est super de pouvoir être une femme comme ça et de décider de sa vie». Voilà, c'est ça qui me plaisait, outre l'écriture qui est aussi, voilà un art qui me plaît pas mal et alors voilà, maintenant finalement dans ma vie, d'adulte, il y a pas une personne en particulier, il y a des personnes à des moments de ma vie, dans des voilà, ce que tu citais tout à l'heure, dans des conférences, de pouvoir tout à coup, écouter une personne ou découvrir un podcast et se dire: «Waouh!» Sacré parcours, de cette personne, homme ou femme, hein, d'ailleurs, multipotentiel ou pas, hypersensible ou pas. Mais en tout cas, d'entendre, moi, ce qui me parle, ce sont des parcours de vie. C'est-à-dire des personnes, dont on aurait pu se dire, dans le début dans leurs premières années: «Tout est tracé» et pas du tout.
En fait, des personnes qui, tout au long de leur avancée dans la vie, ont fait des choix, ont parfois subi aussi des ruptures, des agressions, des violences, etc. Enfin, des moments d'inconfort particulièrement forts et qui ne se sont pas laissés happer par ça et qui, au-delà d'avoir pu justement les dépasser, ont ensuite cette envie de transmettre. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est à la fois de cette idée de contribuer aux autres et de transmission. Alors, ce n'est pas tant de transmettre ce que moi j'ai vécu, mais c'est transmettre ce que j'ai appris grâce à ce que j'ai vécu. Et je trouve que quand on est comme ça dans ces transmissions, finalement, on sème des graines pour les autres, on ne s'en rend pas compte, parce que les autres, on ne les connaît pas, de toute façon, on ne peut pas connaître toute la planète, mais que ces petites graines, l'air de rien, elles vont donner quelque chose un jour, ça va pousser. Et ça, on ne le maîtrise pas, mais du coup, voilà, moi, je pense à une personne en particulier, alors voilà, qui est toujours Oprah Winfrey, tu vois, quelqu'un qui, un début de vie, mais dans le genre cata, tu te dis que la personne, après, c'est pas possible, c'est mort. C'est mort, elle va rien en faire. Eh ben non. Non seulement c'est pas mort, mais en plus, une aura, parce que finalement, elle a une aura, cette femme. Je trouve qu'elle dégage quelque chose d'une force, d'une puissance incroyable et toujours, toujours, toujours ce souci des autres, sans forcément le mettre en avant, hein, mais en tout cas, elle a une générosité parce que voilà, c'est une des plus grandes fortunes au monde et elle a une générosité envers tout un tas de fondations, d'associations pour aider les plus fragiles, les plus démunis. Enfin voilà, et je trouve que c'est un exemple, ça me paraît fort, mais en tout cas, une illustration du fait que dans la vie, ça peut commencer avec des petits cailloux qui sont bien costauds dans le dos et finalement se transformer en pépites en or qui brillent et que je partage à travers le monde pour que justement d'autres personnes puissent avoir des pépites. Donc voilà, moi, c'est plutôt cette démarche d'évolution qui me parle. Je te rejoins et je vais t'avouer quelque chose. Avec plaisir. Puisqu'on se connaît depuis 22 ans à peu près. À peu près. Et Marie-Laure, tu es quelqu'un qui m'inspire. Oh, Donc, par effectivement, tu parles de résilience, hein, entre autres, là, hein, quand tu parles de Oprah Winfrey. Et je pense on peut vraiment être les uns pour les autres. Donc, sans être une personne médiatique ou connue, voilà. Et je pense qu'on vraiment, toi, tu as été et tu es, voilà, quelqu'un qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours parce que tu as cette capacité, en fait, à toujours regarder devant avec justement cette vision que tout est possible et d'avoir, je pense, vécu des choses douloureuses et difficiles, tu en as un petit peu parlé, tu as su en fait écouter ta voix, ton guide intérieur, bon, tu t'en as donné les moyens aussi, hein, tu as fait de gros travail sur toi et voilà. Et tu n'as pas hésité, voilà, à changer et c'était pas toujours confort non plus, de changer de métier, voilà. Et tu as gardé justement ton étoile, tu as suivi ton étoile, malgré tout ce qu'on pouvait te dire, etc., extérieurement, malgré voilà, peut-être les attentes, même familiales et autres. Et ça, c'est justement, je pense, comment dire, inspirant parce qu'on a une valeur commune aussi, la liberté. Moi, c'est une de mes valeurs numéro un. Et je pense que par moment, moi, je l'ai moins écoutée que toi. Moi, j'ai l'impression que toi, tu l'as un peu plus écoutée. Et donc, tu es inspirante. En tout cas, merci. C'est très touchant d'entendre ça. Bon, après, Après, c'était pas réfléchi, tu vois. Tout oui, est. oui, Voilà. mais c'est vrai que j'allais dire, alors oui, j'ai parlé des difficultés avec ma mère, mais j'ai toujours aussi pu être entourée par des personnes aimantes, y compris ma mère. Et ça, je pense que l'air de rien, ça m'a donné une sacrée confiance, hein, sur ma valeur en tant qu'être humain, même si après, je ne voyais pas quelle était ma place en tant qu'être humain. Mais sur la valeur, j'avais aucun doute sur mon utilité, alors dans le cercle familial encore plus. Et puis voilà, les rencontres m'ont permis justement alors pas forcément d'être encouragée par les autres, parce que parfois il y a des choses que j'avais envie de faire et puis j'en parlais pas
je laissais bien le truc tourner dans la tête, tu vois, en me disant: «Non, non, mais ça, je vais pas le dire parce qu'on va me dire que je suis folle, que bon». Et puis je laissais cheminer et qu'en fait, je laissais cheminer jusqu'au moment où j'étais sûre de moi. Et là, quoi qu'on me dise, ça n'avait plus d'impact. C'était trop tard. C'est-à-dire que j'étais bien avancée, pour pouvoir oser ce que je ressentais à l'intérieur. Mais alors je précise aussi, très clairement et en toute honnêteté que ce travail de valeur et de confiance en moi, il était possible parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi à partir de 19 ans, j'ai commencé une psychanalyse et puis après j'ai continué une thérapie, et que du coup ce soutien professionnel m'a toujours permis d'aller, exprimer ce que je ressentais et aussi d'avoir, un retour sur, ma place en tant qu'être humain, quoi. Il y avait quelqu'un qui était là pour moi et qui me permettait d'être moi. Alors oui, ça durait 3/4 d'heure, 1 heure par semaine, mais n'empêche que capitaliser, hein, l'effet cumulé, sur plusieurs années, bah, ça m'a permis de m'étoffer, de me densifier pour que cette confiance, je puisse, du coup, bah, me l'approprier pleinement et ensuite m'écouter. Donc c'est vrai que, quand, puisque d'abord moi j'ai été juriste, je fais des études de droit et puis du coup j'ai exercé, comme juriste et c'est vrai que le moment où j'ai décidé d'arrêter ce métier et de retourner à la fac, enfin de retourner, d'aller à la fac en tout cas pour faire des études de psycho, et ben, quoi que j'ai entendu, ça n'avait aucune importance. Parce que j'avais fait tout ce travail de préparation mentale, si je peux le dire comme ça, et que c'était OK. C'était sûr que j'arrêtais. Et c'est vrai que j'ai eu des retours très violents, même de confrères, hein, qui me disaient que j'étais folle, que c'était n'importe quoi, que je devais être dépressive, que je devrais me faire soigner, enfin bon, bref. Et puis, du coup, dans ce nouveau parcours de psychologue, bah, déjà, c'était un rêve, donc j'étais très fière de pouvoir, l'accomplir et puis, en plus, auprès de personnes âgées, puisque c'était mon choix, c'était encore plus, motivant, parce que ça faisait sens, voilà, par rapport à une rencontre avec une dame âgée qui était très importante pour moi, que j'appelais la fée. Donc, en fait, tout ça, j'allais dire, c'est facile de s'écouter à partir du moment où on se connaît, on accepte qui on est et qu'on écoute cette alors intuition, c'est un petit peu compliqué ce mot je trouve parce que, on ne sait pas trop quoi mettre dedans et que parfois, à l'intérieur de soi, il y a à la fois la voix qui nous dit: «Fais ceci, fais cela» ou «Va ici, va là» et on peut avoir dans le même temps l'autre voix toujours à l'intérieur de soi qui dit: «Non mais c'est n'importe quoi, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas». Donc l'intuition, je trouve que c'est compliqué de démêler entre les 2 petites voix, celle que je vais privilégier. En revanche, si on a assez d'estime de soi et de confiance en soi et ça se travaille, quel que soit le niveau où on en est, ça se travaille et ben là, en fait, on a l'essence pour avancer et qu'après, choisir la vitesse et ben, voilà, on module. Mais en tout cas, on a l'essence. Donc en tout cas, merci, hein, voilà, de ce retour, Cette ouais. audace, Marie-Laure, je pense, pour moi, c'est ça, hein, tu es une personne d'audace et aussi avec comment dire, une positive attitude, ce qui est lié à ta vision, je pense, de l'humain, qui fait qu'effectivement, moi, je te considère comme une perle. Tu es une personne vraiment précieuse. Même si on se côtoie pas forcément beaucoup, mais je sais qu'effectivement, quand on s'appelle, c'est comme si on avait quitté la conversation de la veille, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est vrai, étonnant, mais c'est voilà. vrai. Et du coup, là, tu vois, ce que tu viens de dire, là, c'est vraiment pour moi très précieux parce que tu donnes un peu des pépites de comment ça peut fonctionner, comment ça peut le faire, parce que ça peut le faire, évidemment, mais ça va demander quand même de l'effort. Moi, ce que je n'aime pas aujourd'hui, sur le net, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de vendeurs de tapis. Je suis désolée hein, de parler Mmh, comme ça. mmh mh. C'est Moi, vrai. maintenant, je démarche en digital aussi et c'est compliqué parce qu'en fait, je vois bien qu'il y a des gens énormément en souffrance et quand tu commences effectivement à annoncer, voilà, un peu la couleur, oh oui, mais c'est comme les autres de toute façon. Et c'est compliqué parce que là, il y a des choses qui effectivement qui ne sont pas réelles. C'est une illusion de penser que le travail sur soi, ça se fait en un claquement de doigts, Mmh, que ça va être mmh, sans effort, que ça va être simple. mmh. Non. Mais par contre, oui, c'est possible. Et c'est possible parce qu'il y a des outils, parce que aussi, ben voilà, et notamment les personnes qui sont aussi résilientes, pour moi, elles peuvent vraiment encore plus accompagner parce que, surtout si elles ont
voilà, comme tu dis, retirer un peu la substantifique moelle en fait de leur expérience et transformer en connaissance, Mhm. avec aussi cette couleur bien sûr d'empathie et d'écoute active, fait que oui, il y a une possibilité. Mais je comprends effectivement qu'aujourd'hui, il y a un bazar, entre guillemets, sur le marché du digital parce que les gens sont très méfiants en fait. Oui, et c'est vrai que les gens peuvent avoir tendance à vouloir, ce que tu disais, l'immédiateté, c'est-à-dire le maximum de résultats Ah en un oui. minimum de temps et avec quasiment pas d'effort. Et oui, parce que Ça, il c'est y en a qui le vendent en plus, c'est ça, ça, tu c'est vois? ça. Mais j'allais dire, quel que soit ce qui est promis, ayons aussi à l'esprit que, encore une fois, en termes d'intention, de quoi ai-je envie? Est-ce que je veux aller à la moitié du gué rapidement, mais après, si c'est pour passer toute ma vie à la moitié du gué, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou est-ce que j'ai envie de carrément faire la traversée pour aller sur l'autre rive et là, découvrir, profiter pleinement de l'autre rive? Pareil, moi, je me dis que chacun peut choisir à moyen ou à long terme, mais c'est pas le même voyage. C'est pas le même coût, c'est pas le même voyage non plus. Donc après, Yes. voilà, à chacun de faire ses choix. Et encore Yes. une fois, on peut se retrouver au milieu du gué, se rendre compte que ben, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire, ou en tout cas se dire qu'on aimerait bien aller de l'autre côté et puis du coup, trouver effectivement des personnes ressources ou des outils pour pouvoir, se permettre de continuer cette traversée. Ouais, il y a une histoire comme tu dis, d'intention et de clarifier là où on veut aller et Exactement. de savoir à partir de la situation qu'on vit vraiment où je veux aller parce que je ne sais pas forcément comment, ça c'est même certain. Mais par contre aussi, identifier que les ressources, même si à un moment donné, vous faites appel à des personnes, c'est pour pouvoir vous, progressivement, justement, trouver vos propres ressources et devenir autonome. En tout cas, moi, c'est ma vision de l'accompagnement et c'est ce que je propose et je pense que c'est ce que tu proposes aussi. Et Tout donc, à fait. on peut pas, comment dire, on peut pas effectivement vendre quelque chose ou promettre quelque chose de la même manière parce qu'il y a tellement de paramètres, autant sur effectivement l'état de départ et autant là où vous voulez aller. C'est Donc, ça. voilà. Et c'est là où je pense que c'est super important de choisir, la personne avec laquelle on a envie de faire ce chemin, et tu en es un très bon exemple aussi. C'est-à-dire, de la même façon d'être au clair sur l'intention de là où je veux aller, l'intention aussi de qui m'accompagne. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas à égalité. Je parle même pas de diplôme, hein. Moi, je suis même pas dans cette considération académique, diplôme, pas diplôme. Bon, c'est sûr que voilà, il y a des métiers qui sont protégés, donc ça, de toute façon, il y a pas à tortiller, c'est la loi, c'est la loi. Mais au-delà de ça, je parle vraiment de ce qui habite et ce qui anime la personne à qui on peut, faire confiance pour un chemin. Et tu en es un bel exemple, c'est-à-dire que, est-ce que, du coup, la personne que je vais choisir a vraiment l'intention d'être là que pour moi et pour moi? Ou est-ce qu'il y a d'autres intentions cachées qui vont venir parasiter en fait l'accompagnement, voire prendre le dessus par rapport à mon propre intérêt. Et ça, je pense qu'il y a à la fois, bah, se renseigner, sur, voilà, les groupes dans lesquels on participe, la personne avec laquelle on décide de faire un accompagnement ou un travail thérapeutique. Mais là aussi, c'est se responsabiliser. C'est-à-dire que c'est pas simplement de croire ce qui est dit ou pas dit, parce que voilà, on peut ressentir beaucoup de choses aussi en voyant quelqu'un ou par rapport à ce que la personne, raconte de ses accompagnements. Mais c'est aussi voir, voilà, est-ce que ça matche ou pas avec moi? C'est vraiment une attitude très active. Tout à fait. Et dans cette alchimie, parce qu'il y a une question d'alchimie entre des êtres, hein, il y a l'histoire de l'énergie aussi. Est-ce que tu pourrais clarifier pour nous, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas pu poser à aucune autre de mes interviewés, parce que comme tu as plusieurs casquettes, justement, je me permets, Marie-Laure, de te demander, et ça sera inclus un peu dans la question que je voulais te poser sur quel est peut-être ta clé ou ce premier pas en fait à faire pour quelqu'un qui se sent vraiment en crise en tant que femme hypersensible, est-ce que ce serait d'aller voir une thérapeute, une psy? Est-ce que ce serait plus une coach ou de manière concomitante? Enfin, tu vois, même s'il n'y a pas de règle, hein, mais j'aimerais Oui. bien avoir ton éclairage là-dessus puisque tu as les deux casquettes.
Moi, j'inviterais d'abord les personnes à prendre un temps, elles, toutes seules. Alors peut-être soit pour écrire, soit peut-être pour s'enregistrer, et puis de se parler à soi-même. Un temps en fait d'introspection, hein, pour mettre le mot dessus, qui serait un temps libéré. C'est-à-dire, je me donne une demi-heure, un quart d'heure, enfin voilà, peu importe le temps que vous vous fixez, puisqu'encore une fois, c'est vous qui décidez. Et pendant ce moment-là, je sors ce qui ne me convient pas en ce moment dans ma vie, quels que soient les domaines de vie, le travail, les relations avec, je sais pas, le conjoint, les relations des enfants, les relations avec les amis, les collègues, voilà, l'aspect physique, le sport, l'alimentation, enfin ce que vous voulez, et vous le sortez. Et puis après, je m'accorde un autre temps sur ce que je souhaiterais, mais sans filtre, sans barrière. On y va franco, c'est entre vous, et du coup, il n'y a pas d'enjeu si ce n'est d'être honnête avec vous-même. Et à partir de là, une fois que ce premier décrassage est fait, cette première clarification, parce que parfois on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, hein, donc ce n'est pas si simple, de pouvoir se dire, OK, alors, à quoi je m'engage envers moi? Quel temps je suis prêt à investir pour moi? Et en fonction de ces réponses, si par exemple j'estime que j'ai besoin d'une aide immédiate, rapide et que j'ai pas beaucoup de temps, ou qu'au contraire, je voudrais plutôt quelque chose qui soit une fois toutes les semaines, tous les 10 jours, enfin pas trop remuant d'emblée. Enfin, et ça, voilà, ça dépend de qui on est, de où on en est et aussi de son quotidien, hein, parce qu'il faut aussi ancrer tout ça dans la réalité. Et ben, par rapport à ce que je dégage comme, non, pas que je dégage, à ce que je m'engage à m'accorder comme temps ou comme espace pour moi, et ben dans ce cas, effectivement, choisir un professionnel, soit dont je sais que c'est son mode de fonctionnement, soit demander autour de moi, à un médecin traitant, à des amis, regarder peut-être des recommandations sur Internet, pour voir en tout cas par rapport à ce que moi j'ai identifié de ma disponibilité, de mon engagement envers moi, bah, quel est le type de professionnel qui pourrait correspondre, en tout cas dans ce moment-là, à ce que je souhaite. Voilà. Voilà ce que j'invite les personnes à faire, plutôt que de choisir dans l'absolu, bah, plutôt une thérapie, plutôt un coach, mais finalement sans avoir pris d'engagement envers soi, parce qu'il ne s'agit pas d'aller consommer de la thérapie ou du soin ou du coaching. Il s'agit, enfin pour moi en tout cas, hein, si on veut une démarche de changement et d'amélioration réelle, durable, bah, il s'agit de s'engager envers soi parce que comme tu le disais très bien tout à l'heure, le but c'est d'aller vers de l'autonomie. Donc je ne cherche pas quelqu'un sur qui m'appuyer comme une béquille pour ma vie, je cherche quelqu'un qui va me permettre d'honorer les ressources que j'ai en moi, de les optimiser pour qu'ensuite je puisse continuer en comptant sur moi. J'aime beaucoup ta vision. Est-ce qu'on peut dire quand même que les thérapies, c'est dans un temps plus long, on va dire, et que peut-être le coaching est dans un temps un peu plus court, plus intense? Alors oui et non, parce que maintenant il existe aussi ce qu'on appelle les thérapies brèves. Je pense notamment à tout un tas de techniques comme le MDR par exemple, qui vont en fait en 2, 3 séances pouvoir apporter une amélioration, notamment sur des traumas ou des questions émotionnelles. Et 2, 3 séances, c'est très court. Donc je n'irai pas forcément sur cette nuance-là. Par contre, je dirais que ça dépend surtout du professionnel que vous allez choisir, et donc de sa manière de travailler, et des outils qu'il ou elle utilisera ou vous proposera. Et encore une fois, de voir vous, quel est l'engagement que vous voulez mettre, à la fois en temps, de disponibilité et en termes d'argent aussi. Après, c'est vrai aussi, alors voilà. L'engagement, il est sur 3 niveaux, hein. Il y a l'engagement énergétique, il y a l'engagement en temps et puis l'engagement en argent, on est bien d'accord. On ne peut pas Tout à fait. penser, parce que c'est ce que je vois sur la toile aussi, hein, un certain nombre de personnes, sur la toile, sur les réseaux sociaux, pour être honnête, de gens qui pensent qu'on peut se transformer et avancer sans Tant que générer ça un coûte peu, rien. Ouais. d'argent. Voilà, que ça ne coûte rien, il faut que ça soit gratuit. Ouais, ouais. Ça, je ne suis pas convaincue. Ben, chacun ses croyances, ça aussi, Voilà, ça se oui. travaille. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément que ça n'arrivera pas. On peut avoir une amélioration, enfin, en tout cas un changement en écoutant une conférence, on peut avoir une révélation. C'est vrai, une Mais révélation, oui, c'est vrai. attention, ça va rester au niveau intellect,
ça ne veut pas dire qu'ensuite, on va l'implémenter, enfin, le mettre en pratique dans sa vie. Ou ça ne veut pas dire non plus qu'on va savoir comment le mettre en pratique de manière efficace et durable dans sa vie. Ben, merci en tout cas de ces précisions. Alors, la dernière question, oser être soi, Marie-Laure, pour toi dans ta vie de manière authentique, comment tu le déclines? Et ça sera effectivement la fin de notre interview, Okay. parce que c'est quelque chose qui peut vraiment être inspirant, même si tout ce que tu nous as dit est très inspirant. Mais si on résumait en quelque sorte, tu vois, toi, femme hypersensible aujourd'hui, c'est une partie, on va dire, une caractéristique, mais pas que. Donc, mais comment tu le vis? Voilà. Je dirais ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, mais pour résumer, d'apprendre à s'écouter, déjà, première chose. C'est d'abord entre soi et soi. En fait, je pense que le plus long combat, je mets le mot combat, c'est vraiment d'apprendre à écouter qui on est et dans toutes ses facettes. Encore une fois, les facettes brillantes comme les zones plus sombres. Donc, d'apprendre à s'écouter. Et si on n'y arrive pas, de se faire aider, tout simplement. Enfin, c'est OK aussi de demander de l'aide. On a tous besoin d'aide dans la vie à plusieurs moments de nos vies. Donc ça aussi, de pouvoir se sentir très libéré par rapport à cette idée, sans aucune honte ou sans aucun sentiment d'échec ou de fragilité. Enfin bon. Donc d'apprendre à s'écouter pour mieux se connaître. Une fois que je m'écoute et que je suis un peu attentive à moi, du coup, je vois où sont mes forces, mes talents, mes compétences, mes qualités, etc. Je vois aussi les axes où j'aurais peut-être besoin de certains soutiens pour pouvoir améliorer ou en tout cas de pouvoir aussi les mettre un peu plus en sommeil pour qu'à certains moments, ça ne vienne pas me jouer des tours ou être préjudiciable. Et puis ensuite, alors toi, tu parlais d'audace, j'allais dire de pouvoir oser, justement. Être soi, c'est aussi oser aller là où on a envie d'aller. Et pas forcément parce que les autres le font, parce qu'on pense qu'il faudrait le faire, mais parce qu'il y a quelque chose, enfin, on ne voit pas, mais je montre mon ventre, il y a quelque chose dans nos tripes là qui vibre et qui nous appelle et que ça ne se raisonne pas. Alors, bien sûr, dans les limites quand même de la réalité, hein, rester réaliste pour pouvoir autant que possible concrétiser ce qui nous anime, mais de pouvoir effectivement écouter cette flamme qu'on a tous en nous, parce que c'est cette flamme qui va nous permettre de contribuer encore plus pour le collectif. Donc, oser être soi, pour moi, c'est à la fois une attention à soi, et aussi, du coup, une fois qu'on a identifié ce qu'on peut apporter au monde, pouvoir le partager pour que chacun puisse en bénéficier, puisque forcément qu'il y aura un retour pour nous. Merci pour ces pépites-là. Est-ce que tu veux bien, Marie-Laure, parce qu'avant de se quitter, nous donner un peu ton actualité, si tu as envie? Et d'ailleurs, on mettra en dessous de la vidéo, en fait, un lien ou deux, tu me diras si les personnes ont envie de te contacter en tant que professionnelle avec toutes tes casquettes. Alors déjà, je voulais te remercier, voilà, avant de parler de mon actualité, te remercier de qui tu es, voilà, depuis toutes ces années, parce que là, on a parlé de moi, mais moi, je sais combien ton parcours aussi est inspirant, atypique, et tu as demandé des ressources folles. Donc, bravo. Et puis, bravo aussi voilà, de cette démarche. Tout à l'heure, je parlais de s'accepter comme on est et de partager. Voilà, c'est vraiment ce que tu fais. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi et puis avec ceux qui écouteront également. Donc, merci, Lydia. Le plaisir est pour moi. Voilà. Et puis, bonne suite voilà, dans tout ce que tu vas encore apporter comme valeur et partager avec ta communauté. Et mon actualité, puisque maintenant je suis psychologue libérale indépendante et toujours formatrice aussi, s'il y a des personnes, voilà, moi, mon accompagnement, c'est à la fois soit de la thérapie, soit du coaching, mais le but, c'est de permettre en particulier aux femmes professionnelles du médico-social, mais aux femmes qui ont beaucoup centré leur vie sur l'aide aux autres, de pouvoir enfin honorer leurs valeurs, alors dans plusieurs aspects, bien évidemment, de leur vie, pour pouvoir construire une vie à la fois pro et perso
qui leur ressemble. Voilà, c'est le but de mes accompagnements. Moi, je fais de la téléconsultation. Donc, j'habite Nice, mais je peux accompagner voilà, à distance les personnes qui le souhaitent. Et puis, pour plus d'infos, voilà, on mettra le lien. Mais en tout cas, merci voilà, de ce temps de partage et de cet espace d'expression, puisque c'est voilà, aussi ma façon de pouvoir contribuer et partager avec les autres. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Laure. Vraiment, je suis ravie de notre échange. Et comme je dis, à chaque fois, en fait, c'est une facette de plus, en fait, et un trésor que j'espère vous allez pouvoir vous saisir aussi, parce que voilà, on raisonne de différentes façons. Et je pense que mes invités sont toutes différentes, toutes belles, avec des casquettes différentes au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, de par leur parcours. Et j'ose espérer que ça soit inspirant pour vous. Voilà. Donc, vivez votre vie, ayez confiance et avancez pas à pas. Voilà, parce que ça aussi, c'est une recette qui est importante parce qu'à un moment donné, on peut rester dans sa tête, mais à un moment donné, il va falloir y aller. Et donc, si on veut changer de vie et vivre sa vie, je dirais sa nouvelle vie. Alors, je suis un peu inspirée là par le sommet qui s'appelle comme ça, là qu'on est en train de suivre toutes les deux, la nouvelle vie. Mais la nouvelle vie, c'est tout le temps en fait, parce que c'est tous les jours qu'on renouvelle sa vie. Et j'ai beaucoup aimé, je ne sais plus quel intervenant qui disait, mais finalement, c'est tous les 24 heures finalement qu'on se réactualise. Donc, on C'est a tous ça. les 24 heures à se réengager, à se dire merci, à célébrer la vie. Donc, voilà. Donc, célébrons ensemble et merci encore infiniment, Marie-Laure. À Merci, tout Lydia. bientôt. Au revoir. Au revoir.